Donc aujourd'hui, avec Rodin Schwartz, on va présenter un défi important, comme c'est indiqué sur la présentation, et qui concerne la protection et la sécurisation des API et qui font la connexion entre des systèmes d'information. Laïla, est-ce que tu voudrais intervenir et dire un petit mot pour nos invités? Merci Khaled, merci à tout le monde. Merci à l'équipe pour cette planification et la présentation. Donc l'équipe OneTech et les partenaires, nous avons les compétences nécessaires pour accompagner les clients. N'hésitez pas surtout à poser des questions ou à solliciter nos ingénieurs si jamais vous avez des projets ou des opportunités en cours. Le support du constructeur, il est là, SPG aussi avec son équipe. Donc vraiment, on est à votre disposition. Et voilà, j'ai rien à ajouter. On peut commencer la présentation si vous voulez. Joseph. Ok, c'est Joseph qui va présenter. Allô, allô. Ça. Joseph. Allô? Oui. Allô? Ah, Oh, j'ai commencé à présenter tout seul dans mon coin. Oh mon Dieu, mon jusqu'à ce que je m'aperçoive que tu dois être seul là. Exactement. Voilà, Oh. donc je reprends tout. En tout cas, je disais tout à l'heure en off dans mon monologue que Ouais. je ne saurais commencer cette présentation et rentrer dans le vif du sujet sans dire merci aux différents partenaires qui ont accepté de faciliter justement le rassemblement des différents clients qui ont répondu à l'appel, hein. Sachant qu'aujourd'hui, une seule main, dans un proverbe africain, on dit une seule main n'arrive pas à faire un nœud, donc on a besoin de deux mains pour pouvoir le faire. Et donc aujourd'hui, nous avons une main, nous avons une deuxième main. Justement, cette main, c'est cette extension locale de Rodin Schwartz au travers du partenariat avec OneTech d'une part et avec la société SPG qui nous permet justement de pouvoir réunir autant de monde aujourd'hui. Donc, je suis particulièrement, et je pense que Rida, c'est également le cas pour Rida qui va intervenir tout à l'heure, je suis particulièrement content aujourd'hui de vous avoir aussi nombreux. Ça veut dire que le sujet a été bien choisi, mais ça veut également dire que les acteurs et les différentes personnes qui ont œuvré à ce qu'on mette en place ce meeting ont fait le travail qu'il fallait. Donc voilà, je commence déjà par ça. Donc aujourd'hui, nous avons un sujet qui est intéressant. Le sujet, c'est le défi de la transformation digitale qui met justement un challenge autour de la sécurité des web services, donc des API. Nous avons pris ce sujet, bien sûr, parce que c'est un sujet qui a l'air du temps. On est dans une situation de confinement. On nous demande de garder notre distance physique. Il n'y a pas plus forte raison que de permettre justement d'échanger avec nos partenaires, d'échanger avec nos clients, que de le faire au travers justement des applications web, mais également de nouveaux protocoles d'échange, de nouveaux modes d'échange que sont les web services. Donc, nous sommes deux personnes du côté de Rodin Schwartz à intervenir ce matin. Donc, Joseph Chouachi, je m'occupe de tout ce qui est volet commercial, donc essayer comme ça de pouvoir présenter aux différents prospects et clients que vous êtes la valeur ajoutée de la solution que nous proposons sur le marché. Et je travaille en collaboration avec Rida Bensikali. Je lui laisse la parole pour qu'il puisse dire quelques mots avant que je ne puisse derrière rentrer dans la présentation. Bonjour à tout le monde, Rida Bensikali, je suis avant-vente chez Rodin Schwartz Cybersécurité et j'ai une grande expérience dans le domaine de la sécurité applicative depuis plus de 15 ans maintenant. Super. Donc, on a un agenda qui est assez cossu, assez étoffé. Donc, notamment, nous allons revenir très rapidement sur la définition des API. Nous allons parler des risques autour des API parce que, bien sûr, les API constituent un grand tremplin pour pouvoir adresser de nouvelles parts de marché, pour pouvoir toucher d'autres clients. Mais c'est également
une nouvelle porte qu'on ouvre en fait aux risques, aux attaques de sécurité pour notre système d'information. Nous avons dans un troisième point la partie réglementation, parce que qui dit sécurité va également dire quelles sont les réglementations également qui touchent à ce volet sécurité. Et nous, en quatrième point, nous parlerons c'est-à-dire de l'approche et bien sûr du savoir-faire qui est le nôtre, hein, à savoir aujourd'hui quels sont les clients que nous avons accompagnés et surtout comment est-ce que nous avons réussi à protéger ces clients et accompagner ces clients dans des projets de transition vers tout ce qui est API et tout ce qui est web service. Et bien évidemment, je présenterai tout à l'heure des exemples de cas précis. On parlera d'ailleurs de deux grands clients pour des secteurs d'activité qui ont le vent en poupe. Et on expliquera aujourd'hui pour ces quatre clients-là, qu'est-ce qu'on a réellement fait et comment est-ce qu'on a pu les accompagner. Donc, on terminera par une conclusion. Donc, si jamais je parle trop vite ou trop lentement, donc n'hésitez pas. Après, je pense que si vous avez des questions, vous pouvez juste les déposer sur le chat. Donc Myriam ou Khaled qui aujourd'hui nous servent de modérateur pourront récupérer ces questions et plus tard on les traitera au fur et à mesure ou à la fin de la discussion. Donc, pour cette partie qui concerne l'API, donc aujourd'hui, je ne vous ferai pas en fait le petit péché de vous expliquer ou de définir ce que c'est que l'API, puisque tout le monde sait, nous savons tous ce que c'est que les API. Si vous avez répondu à l'invitation, c'est sûrement parce que vous savez de quoi on parle et vous savez ce concept a un intérêt pour vous. Mais ce qu'il faut justement quand même rappeler, c'est que aujourd'hui, on choisit un thème comme celui-là, et c'est un thème qui va quelque part avec l'actualité du moment. Donc, Khaled le disait tout à l'heure, et il le soulignait à juste titre, à savoir que aujourd'hui, les entreprises ne travaillent plus en silo. Nous avons besoin d'un partenaire avec lequel nous pouvons travailler. Nous avons besoin d'adresser des clients qui sont à des milliers de kilomètres de nous. Et parfois, dans des contextes assez particuliers comme celui d'aujourd'hui où nous ne pouvons pas nous déplacer. Donc, la solution qui est aujourd'hui proposée, et c'est ce que les développeurs depuis très longtemps ont fait, mais de plus en plus on assiste à la démocratisation justement des API, c'est de faire en sorte qu'on utilise des services web qui sont déjà disponibles et généralement disponibles gratuitement pour interconnecter et échanger des informations de manière automatiquement avec nos systèmes d'information. Donc, c'est une chose qui peut séduire beaucoup de personnes, bien sûr, parce que ça permet quelque part, ça a beaucoup d'intérêt, on en parlera tout à l'heure. Mais grosso modo, aujourd'hui, quand on parle de l'API, c'est simplement permettre à une entreprise de se connecter avec d'autres entreprises pour échanger de l'information, échanger sur les clients, échanger sur les produits. Donc, il y a un réel enjeu business dans l'ouverture et donc la publication et la consommation d'API. Quand on dit API, il y a un site programmable, je pense que j'ai oublié d'inclure le lien dans la présentation, mais grosso modo, c'est un site qui nous permet en fait de répertorier l'ensemble des API ou les API les plus utilisées sur le web. Et donc, parmi ces différents exemples, nous avons pris Google Maps, aujourd'hui, donc leur API, qui est très consommé, très utilisé par plusieurs entreprises dans le monde, mais surtout en fait des acteurs que nous utilisons tous les jours, notamment les gens quand nous voyageons dans différents pays, on vient en Tunisie pour une semaine de visite avec les clients, on utilise un Airbnb pour faire la réservation en fait de chambres pour notre séjour, pour le logement. Et donc Airbnb va utiliser l'API de Google Maps. De même que Uber. En Tunisie, je pense que c'est pas le service le plus indiqué, mais imaginons aujourd'hui que nous ayons un autre acteur sur le marché qui fait justement le transport en commun, donc les VTC. Vous avez besoin d'accéder à l'API. Nous avons aussi pratiquement tout le monde aujourd'hui utilise Google. Et donc, dans cet exemple-là, on parle justement des blogueurs qui, eux, utilisent l'API Google en fait, pour inclure des vidéos dans leurs articles, les articles qu'ils publient sur leur blog. Un autre exemple, c'est Twitter. Un autre exemple, c'est Facebook. Tout le monde a un compte Facebook. Et lorsque vous allez sur Facebook ou alors vous voulez connecter ouvrir
un nouveau compte sur, imaginons, je veux me connecter à LinkedIn, qui est un compte, un réseau social entreprise. Au lieu d'avoir à créer, à rentrer de nouveaux mots de passe et login et tout le reste, je peux simplement utiliser, permettre à l'API Google, Facebook, de se connecter au travers de sur mon portail, sur mon compte Facebook. Et moi, simplement, je valide qu'il s'agit réellement de moi. Et donc, automatiquement, derrière, j'accède à LinkedIn au travers de mon compte Facebook. OK? Donc, c'est autant d'exemples comme ça pour montrer aujourd'hui que finalement, nous sommes dans un monde dans lequel les API sont autour de nous et c'est quelque chose que nous ne pouvons plus éviter. On ne peut pas les contourner. Il faut simplement embrasser et accepter cette nouvelle réalité. Mais derrière, bien sûr, réfléchir sur l'intérêt que pourrait présenter cette nouvelle tendance. Donc, on parlait tout à l'heure dans le titre, en fait, ou dans le thème de notre présentation, du fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une transformation digitale, qui passe par les API. Et si moi, j'étais une entreprise et que je me disais peut-être que finalement, les API, ce n'est pas pour moi, la slide que je vous montre là, c'est une slide qui, quelque part, nous rappelle que nous avons besoin des API. Nous avons besoin des API parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'innover. Donc, on a besoin d'avoir inventé un nouveau modèle d'affaires. Donc, on est aujourd'hui dans une situation de coronavirus. Pas plus tard qu'il y a 4 mois, juste avant la crise, nous avons travaillé en Tunisie avec une banque qui, derrière, réfléchissait sur un nouveau modèle business au travers duquel elle pourrait adresser différemment des clients, offrir une expérience client qui est différente de ce que proposent en fait les concurrents sur le marché. Et donc derrière, c'est de l'innovation. On a besoin de se développer. On a besoin, par exemple, aujourd'hui, de dire j'ai de l'information à ma disposition et cette information, je pourrais éventuellement la partager avec des partenaires d'affaires, avec des organismes à but lucratif, non lucratif, et qui derrière me permettent comme ça d'adresser d'autres types de clients que j'avais peut-être pas imaginé au départ de mon activité. Et donc, ça nous permet quelque part de nous développer. Et la dernière chose, c'est de pouvoir optimiser les process. Parce que l'un des points les plus importants, justement, et la raison pour laquelle les développeurs ou les entreprises font de plus en plus affaire aux développeurs qui vont mettre en place ou ouvrir des API et publier des API, c'est justement ce gain de temps. Parce que je n'ai pas besoin de réinventer la roue. J'ai besoin simplement de pouvoir utiliser des éléments qui sont des outils qui sont déjà à ma disposition. Et ça me permet derrière d'aller plus vite, de gagner du temps, d'avoir un go-to-market qui est beaucoup plus rapide et d'accélérer en fait les process. OK ? Tout ça, c'est bien beau parce que qui dit progrès dit également, il y a un autre côté, un revers de la médaille. Parce que on répond, c'est très séduisant de le faire. Je suis une banque tunisienne, je sais que ça fait partie, c'est un modèle économique d'avoir des API. Je suis une société, je suis un ministère en Tunisie. J'ai besoin aussi de finalement échanger des informations automatiquement avec d'autres organismes annexes avec lesquels je travaille. Je comprends l'intérêt de le faire. Mais en même temps, je ne suis pas dupe, je suis conscient qu'il y a des risques qui sont liés à ce progrès technologique. Et sont ces risques-là, d'autre part, donc dans cette slide, on a récupéré une information, donc il y a cet organisme Ovum, donc un organisme de sondage, qui a posé des questions aux différents RSSI, aux CISO dans des entreprises pour leur demander finalement, pour vous aujourd'hui, est-ce que le fait d'avoir des API vous êtes conscient ou vous êtes quand même, vous craignez un risque pour la sécurité? Et la réponse, il y a 3 réponses qui reviennent. Donc, d'une part, oui, tout le monde aujourd'hui à 83%, tout le monde est conscient des risques que peut présenter aujourd'hui des API. Et pourquoi? Parce que d'une part, quand je dis API, ça veut dire que je donne l'accès à des tiers, je permets le transfert de données en masse, mais d'autre part, j'ouvre mes données ou j'ouvre mon architecture et mes applications du back-end vers l'extérieur. Donc, j'augmente la surface d'attaque et donc probablement les risques d'attaque. Maintenant, si c'était sécuriser les API, c'était quelque chose de simple, je pense qu'on n'aurait pas cette discussion aujourd'hui. Si on a la discussion, c'est forcément parce que sécuriser les API pourrait présenter des challenges. Pourquoi les challenges? Parce que au final, aujourd'hui, les sources d'approvisionnement en information sont diverses. Donc, c'est des sources internes, mais c'est des sources externes. Donc, l'API va aller récupérer l'information. Et donc, ces informations-là, on ne peut pas trop garantir, en fait, si la source, elle est saine ou si elle est polluée. D'autre part, on a plusieurs publics
qui vont accéder à l'API ou qui vont consommer l'API. Ça peut être une API que je mets à disposition de mes clients internes, c'est-à-dire quand je parle des clients internes, je parle des utilisateurs internes d'une société, d'une entreprise. Donc, c'est des gens de confiance parce que j'ai mis en place des mécanismes, j'ai une DMZ dans laquelle je sais que toute personne qui évolue dans cet environnement, c'est une personne de confiance. Et donc, je suis capable de garantir que l'attaque, elle ne viendra pas de là. Mais j'ai également des clients externes ou un public externe. Donc, ça veut par exemple être simplement le fait que j'ai une agence dans une autre ville que Tunis et qui derrière n'est pas forcément dans le même réseau que le réseau dans lequel est déployé mon API, et donc qui de là va interroger mon API. Mais ça peut être également le public, monsieur et madame, n'importe qui. Et donc, ce sont ces éléments-là qui finalement vont complexifier la mise en place d'une solution de sécurité liée aux API. La troisième chose, c'est le fait que quand on va réfléchir sur la sécurisation de nos API, nous allons bien sûr nous baser sur les 3 piliers de la sécurité applicative, qui est notamment quoi? C'est-à-dire, il faut que j'arrive à authentifier la personne qui accède à mon API. Il faut que je sois sûr en termes de est-ce que cette personne est réellement autorisée à consommer cette ressource. Et le troisième point, c'est de pouvoir faire de la traçabilité, donc m'assurer et savoir qui a consommé l'API et qu'est-ce que la personne en a fait en termes d'usage. OK. La troisième slide que nous proposons sur la partie justement risque autour des API, c'est de dire que aujourd'hui, le risque existe, les menaces sont là, mais généralement, c'est l'impact sur le business de notre business qui nous interpelle le plus, à savoir que quand j'ai ouvert mes API, j'ai donné la possibilité au système d'information d'un partenaire d'accéder au mien. Maintenant, j'ai peut-être, comme le disait Khaled tout à l'heure, j'ai peut-être fait ce qu'il fallait à mon niveau. Ça veut dire que j'ai mis en place des mesures de sécurité, mais je ne peux pas garantir en fait finalement que cette requête qui vient du système d'information de mon partenaire n'est pas peut-être une session qui a été détournée et qui derrière va pouvoir justement avoir des impacts, un impact de perte financière, ou alors avoir que demain je me retrouve devant des tribunaux où je vais devoir m'expliquer, ou alors avoir des pénalités qui sont liées au fait que finalement j'avais voulu justement prendre le meilleur parti de l'évolution, des évolutions technologiques et de la transformation digitale. Donc, grosso modo, aujourd'hui, c'est de dire qu'on s'interpelle, nous, aujourd'hui, en tant que dirigeants d'entreprise, en tant que responsables de la sécurité, nous regardons de plus en plus le fait que si on met en place des API, est-ce que derrière, on n'est pas en train d'ouvrir une porte à un impact, à un risque sur le business, l'image de marque qui est ternie, ou alors des pertes de revenus. Donc, bien sûr, ceci, c'est une transition pour arriver sur la partie réglementation. Parce que quand on rencontre, et régulièrement, je suis venu en Tunisie, j'ai rencontré des clients et partenaires et on a discuté sécurité. Le plus souvent, tout le monde est conscient quand même qu'il y a des risques, qu'il y a des attaques, mais ce n'est pas pourtant qu'on agit. Donc, aujourd'hui, le fait qu'on parle de la sécurité des API, c'est d'autant plus intéressant et d'autant plus important d'agir que ces risques-là vont finalement faire appel ou toucher à un domaine qui est le domaine légal. Donc, à savoir quoi aujourd'hui, la norme PCI-DSS. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui je suis une entreprise, je fournis des moyens de paiement, des services de paiement par carte à mes clients, j'ai l'obligation de mettre en place de passer des certifications. Et il y a eu justement, je pense qu'il y a un mois ou deux, où nous avons fait un webinaire justement sur le standard PCI-DSS. Il existe une version enregistrée de ce webinaire. Donc, je vous invite vivement à regarder ou alors à demander le lien à notre partenaire SPG. Donc, grosso modo, c'est de dire qu'aujourd'hui, peut-être que je comprends l'intérêt de le faire, peut-être que je suis au fait que ce soit bien sûr qu'il y ait des risques, mais est-ce que pour autant, je vais agir? Et si je n'agis pas, est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à prendre le risque d'avoir, par exemple, des amendes qui sont estimées entre 5 000 jusqu'à 100 000 $, par mois, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je me mette en conformité. Donc,
Je veux aller vers des API, mais derrière, il faut quelque part que je puisse garantir la protection des titulaires de cartes bancaires si, bien sûr, je manipule des données de transactions bancaires. D'autre part, en fait, c'est la réglementation autour de la protection de la donnée personnelle. Tout le monde est concerné aujourd'hui parce que qui dit entreprise dit j'ai un système d'information et le système d'information accompagne l'activité de notre entreprise. Et donc, derrière, récupère des informations, de la donnée, la traite, l'échange. Et donc, s'il faut le faire, aujourd'hui, la réglementation GDPR rend finalement la mise en place des API et aussi interpelle les entreprises par rapport à leurs responsabilités lorsqu'elles échangent automatiquement la donnée avec d'autres systèmes d'information. Parce que si vous le faites aujourd'hui, c'est une très bonne chose, mais sachez derrière que vous avez l'obligation de montrer patte blanche si jamais il y a eu un incident. Il faut pouvoir montrer aux auditeurs que vous avez mis en place des mesures qu'il fallait, parce qu'aujourd'hui, on estime que lorsqu'il y a un incident lié ou toute personne qui se fait prendre en flagrant délit, justement, parce qu'on n'a pas respecté la réglementation, c'est environ 4% du chiffre d'affaires global de la société. Donc, vous estimez à peu près, dans votre cas, à quoi ça correspond. Donc, cette partie-là, j'ai rapidement parlé donc, de la définition des API, des enjeux de sécurité autour des API, de la réglementation qui concerne aussi les API. Maintenant, je vais passer la parole à Rida Bensikali qui, lui, va techniquement vous expliquer un certain nombre de choses, bien sûr en restant très light, hein, parce qu'aujourd'hui, nous avons conscience que nous ne parlons pas à un public développeur, nous parlons aux décideurs informatiques, et donc il va rester sur des points qui, bien sûr, vont simplement vous sensibiliser, vous permettre de prendre encore plus conscience de la sécurité et de l'intérêt de la sécurité pour vos API. Je te laisse la parole, Rida. Merci, Joseph, pour ton introduction. Est-ce que tu souhaites garder le partage ou je peux te passer la main? Attends, laisse-moi voir. Je ne sais pas si c'est moi qui dois te passer la main. Il faut que tu… plutôt, en fait, que tu arrêtes de partager et comme ça, je pourrais prendre la main pour pouvoir lancer mon partage. Ok, attends, stop. Super. Donc, je te laisse prendre la main. Autoriser. Alors… Alors, est-ce que le partage est actif? Oui, je vois ton écran, donc je présume que tout le monde voit l'écran, donc tu peux y aller, Rida. Donc, je vais commencer par une brève introduction donc historique des web services. Donc, les web services, en fait, initialement, avant 2010, en tout cas, initialement, c'était conçu pour développer un langage plutôt machine-to-machine. Donc, les web services étaient développés initialement pour échanger des informations entre serveurs. Et donc, il dit serveur, donc il dit serveur une communication de confiance, puisque les données qui transitent entre un serveur et un autre sur le même DMZ donc, sont des échanges de confiance. Et c'est pour cela que, en termes de protocole, au niveau de la RFC, les web services au niveau standard ont été développés sans prise en compte de la sécurité. Et donc, la sécurité est arrivée par la suite comme une couche supplémentaire pour assurer une couche de sécurité, puisque par la suite, il y a eu une évolution de la demande de l'utilisation de l'API. Ce n'est plus en fait un langage machine-to-machine, mais aussi il y a une interaction entre un utilisateur et une application web, donc qui va par la suite interroger le système d'information pour récupérer des données. Ces données, en fait, après, on les retrouve souvent sur les applications type SAP, Lotus Notes ou des applications Java, hein, des clients lourds qu'on lance. Puis ces clients lourds-là envoient des appels web service. Ces web services, donc, ils utilisent le standard SOAP-XML. Donc, ce standard-là qui est utilisé pour communiquer, pour
pouvoir échanger des données. Après 2010, il y a une expansion, une démocratisation de l'utilisation des web services suite au développement de l'utilisation des applications mobiles, des smartphones. Notamment, maintenant, on a de plus en plus d'utilisateurs qui utilisent leur smartphone et les clients proposent de plus en plus d'applications mobiles installées sur un smartphone ou sur une tablette. Ces applications-là utilisent un nouveau langage de web service qui est le langage REST-JSON. Ce langage-là, en fait, effectivement, donc c'est un échange toujours avec donc le standard API, et il permet donc d'échanger des informations entre un utilisateur et un serveur API, mais aussi une interaction aussi entre deux serveurs. On peut très bien retrouver aussi un serveur web qui va automatiquement utiliser l'API pour pouvoir récupérer automatiquement des données depuis un autre serveur. Donc, en termes d'historique, voilà. Alors, par contre, en termes de sécurité au niveau des web services, il y a 3 niveaux de sécurité sur 3 aspects différents. Le premier aspect, c'est au niveau du flux. Donc, que ce soit, on peut retrouver en fait des web services qui échangent uniquement sur le standard SOAP-XML, notamment pour les applications historiques. Pour les applications modernes, on trouve souvent le standard REST-JSON. On a aussi des clients qui ont un historique ou des développements spécifiques de web services, puisque en termes de normes, on peut très bien cohabiter les deux, et on peut se retrouver aussi avec un mix entre les deux. Parce que voilà, pour garder aussi un historique par rapport à un existant, et puis pour intégrer de nouvelles fonctionnalités sur les applications modernes. Donc, sur la partie protocole de transport, bien évidemment, pour le transport, on utilise le protocole HTTPS ou les WebSockets. Les WebSockets bien évidemment sécurisés, puisque utiliser le protocole HTTP ou le WebSocket en clair, c'est quelque chose de prohibé, puisqu'on peut intercepter les échanges très facilement. Au niveau du contenu, il y a en fait un standard par rapport au header de connexion, puisque quand au côté client ou côté serveur, quand on échange des données, il y a des headers HTTP qui contiennent des informations qui peuvent être utilisées pour extraire des informations sur l'utilisateur ou sur l'authentification de l'utilisateur. Bien évidemment, ce qui est important aussi, c'est le chemin. Souvent, un web service, en fait, il est accessible depuis un chemin spécifique. Pour les web services de type SOAP-XML, c'est toujours un chemin unique pour récupérer, qui est utilisé pour pouvoir récupérer des données ou envoyer des données. Pour les applications REST-JSON, le chemin peut être différent selon le service qui est appelé. Au niveau protocole d'authentification, bien évidemment, il faudrait assurer l'authentification mutuelle côté serveur et aussi côté client. Excuse-moi, Rida, excuse-moi. Oui. Est-ce que tu seras en train d'avancer avec les slides et juste que nous, on le réalise pas ou alors tu es juste en train de nous expliquer pour l'instant en termes d'introduction avant de montrer les slides? Parce que pour l'instant, l'écran, il est statique, hein. Oui, c'est le slide aperçu de la sécurité des API. D'accord, ok, d'accord. Si tu peux juste agrandir ton écran, peut-être que ça ce serait. Et puis, une fois que tu passeras. Excuse-moi de l'interruption. Je vais juste vérifier que c'est bien ce que je partage. En fait. Ah, d'accord. Je sais pourquoi, en fait. Je vais partager, en fait. Voilà. C'est mieux comme ça, je pense parce que tout à l'heure, il était figé, mon écran. Oui, en fait, c'est ça qui se passait parce que toute la partie où tu expliquais par rapport au chemin et tout, en fait, on est resté sur une seule slide. Malheureusement, on n'a pas. Resté sur ce slide-là. Oui. Donc, si tu peux rapidement revenir sur ça, parce que ça a tout le sens pour tout le monde. Parce que personnellement, je regardais le truc et je ne comprenais pas grand-chose. Alors, ici, j'expliquais historiquement
Avant 2010, en fait, l'utilisation des web services était basée sur des web services de type SOAP XML. Donc, c'est souvent donc, des échanges machine to machine. Donc, c'est des machines qui communiquent ensemble pour récupérer des données ou pour échanger des données, que ce soit un serveur web avec un ERP ou deux serveurs différents. Donc après 2010, on a donc l'utilisation d'applications web modernes qui se basent plutôt surtout sur la technologie REST JSON. Et ces applications modernes donc sont développées de plus en plus. Et l'interaction, elle est devenue donc entre smartphone, tablette et un serveur d'API. Et on peut aussi toujours se retrouver avec deux serveurs web qui communiquent entre eux, bien évidemment, avec le protocole REST JSON. Et historiquement, la sécurité n'a pas été implémentée au niveau de la norme du flux XML, et ça a été introduit par la suite. Pour sécuriser, en fait, en termes d'aperçu de sécurité au niveau des web services, on a trois niveaux ou trois volets. Donc, au niveau du flux, on a pour que ce soit le type SOAP XML ou de type REST JSON ou un custom, un mélange entre les deux, on peut mettre en place en fait une sécurité spécifique pour ces protocoles parce qu'ils utilisent une structure différente et ils sont sensibles à d'autres différents systèmes d'attaque. Pour la partie protocole de transport, on a donc souvent l'utilisation du protocole HTTPS ou du WebSocket sécurisé pour échanger l'information entre un client et un serveur ou deux serveurs différents. On a aussi une sécurité spécifique au niveau des entêtes HTTP qui sont échangées entre le navigateur ou le smartphone et le serveur API. Au niveau du chemin d'accès, il y a une sécurité aussi qu'il faudra prendre en compte au niveau du chemin, puisque ça peut être en fait aussi une source d'attaque, parce que souvent sur les applications, sur les API, on peut accéder à plusieurs versions du même API qui peut donner des informations à laquelle on n'a pas forcément le droit. Et donc, la sécurité du chemin, elle est importante pour un web service ou pour une API de type REST JSON. En termes d'authentification, pour la partie authentification, il faut bien s'assurer que l'utilisateur qui souhaite accéder au web service est bien celui qui prétend être. Donc, il y a un mécanisme d'authentification qui est utilisé pour assurer cette couche-là, qu'on retrouve sur les applications historiques de type SOAP XML. Souvent, c'est de l'authentification par certificat client. Pour les applications modernes, on retrouve maintenant des authentifications de type OAuth ou OpenID. Sachant que pour les API aussi custom ou personnalisés, on peut trouver aussi d'autres mécanismes d'authentification qui sont souvent basés sur un mix entre les deux. Donc, on trouve l'authentification forte plus l'API. On va passer donc sur la partie plus en détail sur la partie transport et flux. Vous voyez en fait tout en haut à gauche, on fait un échange, les headers HTTP qui sont échangés entre un navigateur et un serveur API, ou un smartphone et un serveur API. Donc, on a un certain nombre de headers HTTP qui sont envoyés et reçus. Et headers HTTP, en fait, il faudrait s'assurer que le contenu ne contient pas d'attaque. Et ça, c'est le rôle de firewall applicatif qui va permettre ce contrôle-là. Au niveau de l'URL, vous voyez en fait tout en haut à droite, l'URL d'accès pour récupérer des informations sur un web service ou pour interroger un web service. Elle peut être, donc ça peut être un point de vigilance à prendre en compte. Pourquoi ? Parce que souvent en fait, on a plusieurs versions de web service qui sont exposées. Et on peut, en attaquant une personne malveillante, il pourrait par exemple interroger
une version précédente de votre API qui est publique, tout simplement en changeant l'URL, le chemin d'accès, et cette information ou une future version de votre API. Et ça, c'est quelque chose en fait qui doit être bloqué avec un mécanisme de détection au niveau du firewall applicatif. En termes de structure, vous avez en fait deux structures différentes de web service. À droite, vous avez une structure d'une requête de type XML, et à gauche, vous avez une structure de requête de type JSON. Donc les deux, en fait, ils renvoient le même type d'information, sauf que la syntaxe est différente. Et on voit ici, c'est un web service qui tout simplement qui va envoyer des données sur un employé avec son nom, prénom, et par la suite, cette information sera envoyée au serveur API. Donc, il faudrait s'assurer que la requête qui est envoyée, elle respecte bien un schéma ou que l'API reçoit bien les informations à laquelle il s'attend à avoir. S'il y a un dysfonctionnement lié à la structure de web service, ça peut être lié à une attaque, parce qu'on peut très bien envoyer des attaques spécifiques qui sont orientées web service. Notamment, par exemple, on peut envoyer en fait une boucle à l'infini, et cette boucle à l'infini, elle peut faire planter votre serveur API. D'accord ? Et ça, c'est ce type de requête. Si on ne met pas en place un contrôle spécifique au niveau de la structure du web service, on ne pourra pas identifier, ou vous ne pouvez pas identifier ce type d'attaque. Je vais passer au niveau volet authentification. Donc, au niveau volet authentification, en termes de pratique, on a donc l'authentification mutuelle à part certificat client. Donc, c'est une PKI que vous déployez au niveau de votre. Ça peut être au niveau du WAF, comme ça peut être au niveau de votre serveur API. Mais comme le WAF, il joue le rôle de rupture protocolaire, c'est lui qui porte le certificat SSL de votre API. Et donc, c'est au niveau du WAF qu'on déploie la partie authentification par certificat client. Cette authentification par certificat client, elle permet d'assurer une authentification mutuelle entre l'équipement qui fait le point de terminaison SSL, qui est le WAF, et le client qui interroge votre API. Ça peut être donc un navigateur ou un smartphone ou une tablette. L'avantage d'utiliser une authentification par certificat client, c'est qu'en fait, il n'y a pas de durée d'expiration, comme les mots de passe ou autres. L'expiration se fait de façon manuelle, soit suite à ça peut être l'expiration du certificat, comme ça peut être aussi une révocation du certificat client. Et ça permettrait donc de s'assurer qu'il n'y a pas une personne malveillante qui va intercepter les échanges entre le navigateur ou le smartphone et le serveur web. Le WAF, il peut jouer le rôle de renvoi du certificat client initial qui était envoyé par le client, et ça permettrait d'assurer aussi une authentification jusqu'au bout, jusqu'au serveur API. Donc, ça peut être aussi notamment utilisé pour signer des transactions ou autres. On a aussi un autre mécanisme d'authentification qu'on peut retrouver aussi souvent sur les applications modernes. C'est une authentification native. Ça peut être en fait tout simplement en fait dans un premier temps une authentification transparente qui est effectuée par le smartphone envers le serveur API. Par exemple, ça peut être fait lorsque vous installez votre application mobile téléchargée depuis l'App Store. Il va automatiquement générer un certificat client en se basant sur le PKI qui est public, et par la suite, en plus de l'authentification, ça se fait de façon transparente côté utilisateur. On va générer un token, et ce token, en fait, il va se baser sur un mécanisme d'authentification standard type OAuth ou OpenID. Il va permettre en fait aussi d'ajouter une couche d'autorisation
puisqu'il faudrait fournir un login mot de passe valide pour pouvoir accéder au web service. Ou il faudrait, par exemple, demander un token qui sera utilisé par votre API pour pouvoir interroger le web service. Et donc ça peut être fait, en général, ce type d'action, il est fait de façon transparente. Si vous utilisez par exemple une application mobile, aussi de façon plutôt manuelle quand on génère un token et qu'on récupère le token pour l'intégrer dans un script qui va automatiquement faire des opérations sur un serveur API. Un résumé en fait de la sécurité au niveau web service. Donc au niveau transport, on utilise le protocole HTTPS ou donc les WebSockets sécurisés pour pouvoir assurer le chiffrement de la couche transport. Au niveau authentification, on utilise le mécanisme d'authentification forte par certificat client. On peut aussi rajouter une deuxième couche d'authentification par login mot de passe en se basant sur des mécanismes type OAuth, OpenID ou même SAML. Et la base SSR parce que les requêtes XML qui sont envoyées par un utilisateur ne contient pas de contenu malicieux et ça se fait sur 3 niveaux. Donc au niveau inspection des URL pour vérifier que le chemin est celui qui est toujours autorisé du web service, vérifier le contenu des headers HTTP et valider que leur contenu respecte la RFC et ne contient pas aussi de payload d'attaque. Dans un deuxième niveau de sécurité, donc c'est au niveau de l'inspection du contenu des requêtes XML ou des requêtes JSON, vérifier qu'ils sont conformes à la RFC et que leur structure ne contient pas d'attaque. Un troisième niveau de sécurité, c'est en renforçant la sécurité du web service tout en se basant sur le modèle de web service qui est utilisé. Donc souvent, quand on développe un web service, les développeurs ils ont une spécification avec un détail des fonctions qui sont autorisées, avec pour chaque fonction quels sont les attributs avec, par exemple, en fait, si on s'attend à un champ booléen et qu'on reçoit une chaîne de caractères ou un entier, c'est quelque chose qui est et bloqué parce que ça peut avoir un moment aléatoire si cette requête-là arrive jusqu'au serveur API. En termes d'architecture, à quel niveau en fait on met en place le firewall applicatif? Le firewall applicatif en fait il est placé plutôt au niveau de votre configuration. C'est-à-dire vous avez votre utilisateur qui utilise un smartphone ou un navigateur web qui interroge votre API. Cette API là en fait elle peut être derrière le firewall applicatif, comme le montre le schéma. Donc, on peut retrouver aussi une API Gateway. Souvent, on a des clients grands comptes qui utilisent cette API Gateway pour pouvoir mettre en place ou exposer rapidement des web services avec des fonctions différentes ou des protocoles différents. Et donc, souvent, ils utilisent une API Gateway pour ce choix-là. On peut retrouver aussi en plus un USB. En fait, c'est un boîtier qui sert à faire cohabiter plusieurs langages applicatifs. Donc en gros, voilà, si c'est du HTML ou du Java ou autre en fait. Donc ça dépend vraiment de votre configuration et de votre architecture. Mais bien évidemment, on peut trouver ce type d'architecture chez nous. Donc ça, c'est ce type d'architecture, on peut le retrouver chez nos clients. Vous allez sûrement, là, par rapport à votre cas d'usage, vous retrouver par rapport à ce schéma-là. L'intérêt de mettre en place le WAF tout au début,
c'est au niveau serveur backend API, c'est qu'il ne reçoit que le trafic qui a été validé par le WAF et qui ne contient pas d'attaque. Alors, ensuite, alors, on a deux niveaux de sécurité qu'on propose avec notre solution WAF. Donc, soit une solution de base avec API Security ou une solution avancée avec Extended API Security. Et donc, ça dépend vraiment de votre cas d'usage. Si vous avez, par exemple, en fait, une application de type SharePoint, un ERP ou un Jira que vous exposez à vos partenaires, par exemple, c'est des applications, effectivement, qui sont publiques, mais, par exemple, leur schéma ou leur structure de la web service, vous n'avez pas la maîtrise dessus. Et donc, vous souhaitez assurer donc, dans un premier temps, donc premier rôle de filtrage au niveau du firewall applicatif. Donc, l'intérêt de mettre en place cette solution, donc ça va être décontamination du flux API qui transite sur votre serveur API. On va s'assurer que la structure est conforme par rapport à soit un schéma plutôt à structure d'une requête de type XML valide, ou est-ce que c'est une requête JSON valide. On va s'assurer que ça respecte la norme et qu'en termes d'arborescence, on n'est pas face à une attaque. On peut assurer le travail d'authentification mutuelle avec la mise en place d'une authentification par certificat client qu'on peut exposer, qu'on peut installer ou configurer au niveau du firewall applicatif. Donc ça, c'est un premier cas d'usage sur une application ou sur un web service que vous exposez, dont vous n'avez pas la maîtrise et que vous souhaitez assurer la sécurité. Un deuxième cas d'usage, vous développez votre propre API. Vous avez donc une équipe de développement qui met à jour votre API et vous, dans ce cas de figure, l'avantage, c'est que vous avez la main sur votre API et vous, en termes de cycle de développement, si vous publiez une nouvelle version de votre API, vous avez accès au schéma JSON ou SOAP XML qui décrit les spécificités des web services que vous publiez. Et dans ce cas de figure, vous avez la capacité d'inclure la fonction de schéma validation. Donc, c'est une fonction qu'on peut inclure activer au niveau du WAF avec l'option Extended API Sécurité. Et ça permettrait en fait d'assurer en plus de la décontamination des requêtes XML et de la vérification que ça correspond bien à la norme, que le flux reçu est conforme à ce qui a été attendu. Et en plus de ça, on peut assurer des fonctions de chiffrement et de signature de flux XML. Et donc ça peut se faire sur l'intégralité de la requête API qui est envoyée par l'utilisateur. Ça peut être aussi fait sur un attribut spécifique. Et on peut ajouter aussi de l'authentification, une brique d'authentification au niveau de l'API en se basant sur le protocole OAuth ou sur OpenID Connect. Et ça peut être implémenté directement sur donc le firewall applicatif avec l'option Extended API Security. Et là, en fait, on peut, en termes d'architecture ou de politique de sécurité, vous avez à droite un workflow qui définit en fait la politique de sécurité XML ou reste JSON qu'on peut mettre en place pour assurer la sécurité. Sachant que voilà, ça c'est un exemple de politique de sécurité qui peut être adapté ou changé d'une application web service à une autre. Et on est donc les seuls à fournir une politique de sécurité graphique sous forme de workflow. Voilà, résumé donc des cas d'usage. Donc on a
des applications publiques basées sur des technologies SharePoint, SAP. Et donc, et dans ce cas-là, on va pouvoir assurer une authentification par un certificat client ou par un API key. Cette authentification, elle peut être en implémentation sur le WAF. Et les cas d'usage, en général, c'est souvent machine to machine. C'est-à-dire, c'est une interaction, il n'y a pas d'interaction entre un utilisateur et le serveur API. C'est rarement le cas, mais on peut il y a les deux cas, ce cas de figure peut se retrouver le plus souvent, c'est une interaction entre machine to machine. On a le deuxième cas de figure, Extended API Security. C'est pour les applications critiques aussi. C'est parce que vous avez, c'est les applications que vous développez et vous avez le schéma qui décrit les spécifications. Ce schéma-là, on peut l'intégrer au niveau de la configuration du WAF pour pouvoir donc assurer une sécurité optimale. Et pour ces applications-là, on peut ajouter une flux d'authentification, comme on peut aussi s'interfacer sur une authentification existante qui est utilisée par l'application web ou l'application mobile. Et donc, en termes de cas d'usage, ça peut être donc une application échange machine to machine, comme ça peut être aussi une interaction entre une application mobile et un serveur rapide. Alors, sur la partie, donc, tout à l'heure, sur le schéma précédent, on parlait en fait la possibilité d'avoir une API Gateway. L'API Gateway, en fait, elle permet donc de publier des API avec des versions différentes ou qui utilisent, on peut avoir une API qui utilise par exemple le protocole REST JSON, une deuxième API qui utilise SOAP-XML. Ça permet de cohabiter plusieurs versions, plusieurs types d'API qui utilisent des technologies différentes. En termes de sécurité, ces API-là, en fait, ils peuvent fournir une couche de sécurité, sauf que cette couche de sécurité, en fait, elle est limitée. Pourquoi? Parce que cette limitation est liée, en fait, que le rôle principal d'une API Gateway, en fait, c'est l'exposition des web services ou des API REST JSON. Et dans ce cas-là, en fait, la brique de sécurité est très limitée. Donc, l'intérêt de mettre en place une API Gateway, c'est principalement la partie orchestration ou transformation d'API Gateway. Donc ça, c'est juste le seul intérêt. Par contre, la limitation de l'API Gateway, ça va être sur la couche de sécurité, puisque en fait, les briques de sécurité qu'elle propose, ils sont très limités. Ils sont quasiment pas mis à jour, les modèles de signature d'attaque, ce qui n'est pas le cas au niveau d'une solution WAF avec l'option Extended API Security. Je passe donc sur la partie cas d'utilisation de notre solution RS-WAF avec l'option API. Et tu vas peut-être prendre un petit peu la main, Joseph, de ton côté? Oui, je prends la main. Peut-être que tu peux juste, oui, tu peux juste laisser les slides, donc je vais avancer comme ça. Hein, on n'a pas besoin de me redonner la main. Donc, rapidement, je reviens sur quelques points que vous avez énoncés, Rida, à savoir que aujourd'hui, donc, nous accompagnons nos clients sur des sujets d'API Security depuis plusieurs années, et ce, au travers soit d'une offre standard, donc lorsque vous avez vu dans un tableau où on faisait un comparatif entre API Security et Extended API Security. Simplement, c'est de dire que nous proposons aujourd'hui de base dans le produit WAF les modules pour sécuriser des API standards. Et lorsque vous êtes un client qui souhaite utiliser ou manipuler des API qui sont plus sophistiquées, si vous me permettez le terme, vous avez besoin
d'activer un module supplémentaire qui est le module d'Extended API Security. Donc, grosso modo, dans la même solution, vous avez la possibilité de pouvoir faire du standard ou faire des choses plus avancées. Donc là, dans les deux prochaines slides, en fait, on vous montre des cas de clients qui aujourd'hui ont déjà travaillé sur ces sujets avec nous. Donc là, on parle de la BPCE, donc la deuxième banque, la deuxième plus grande banque en France, plus de 8000 agences, 40 millions de clients et près de 120 000 collaborateurs et 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ce client-là, principalement, nous a sollicité parce que, vous savez, comme dans le monde bancaire, tous les jours, on signe de nouveaux partenariats ou on fait des nouvelles acquisitions. Et donc, ils avaient, à un moment donné, signé de nouveaux partenariats d'affaires, donc ce qui, derrière, demanderait l'ouverture de leur système d'information avec leurs partenaires. Et étant déjà utilisateurs de nos solutions de WAF, donc ils avaient d'emblée l'accès à la sécurisation d'API standards. Sauf qu'ils se retrouvaient dans un cas de figure où ils ont besoin de manipuler des API qui sont beaucoup plus sophistiqués. Donc, d'où l'intérêt de mettre en place et de réfléchir réellement sur le module et les fonctionnalités qui sont attendues au niveau du produit API Sécurité. Donc, c'est un gros trafic, hein, comme vous le voyez. Donc, c'est plus de 1100 applications qui sont sécurisées et aujourd'hui, plus de 3,5 millions de clients et utilisateurs en termes de transactions par jour. Et une autre exigence et un autre challenge que la banque elle souhaitait réaliser, c'est aussi respecter finalement l'une des contraintes ou l'une des réglementations dont nous avons parlé derrière tout à l'heure en termes de RGPD. Donc, nous avons répondu à ce besoin, notamment en les accompagnant pendant environ 3 mois, hein, c'est 3 mois d'essai, donc les accompagner avec des VM d'évaluation et des VM de test pour justement s'assurer que la solution répondait réellement aux besoins. Et avec bien sûr la gestion des faux positifs et adapter des politiques de sécurité, mais en très peu de temps, hein, au travers justement de notre approche en workflow, ce que montrait Rida tout à l'heure, c'est-à-dire l'arbre graphique, qui permet comme ça très rapidement de modifier et d'adapter la politique de sécurité. Et enfin, nous avons le produit, puisqu'il est très simple à administrer, en moins d'une semaine, l'équipe de la BPCE était capable de se familiariser avec le produit et donc a la possibilité de pouvoir, les équipes, de pouvoir elles-mêmes s'approprier et modifier la politique de sécurité. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. Si on passe au deuxième cas d'usage, hein, s'il te plaît, Rida. Le deuxième cas d'usage, en fait, c'est Renault, que tout le monde qui n'est plus à présenter, notamment au travers de leur alliance avec Nissan, hein, donc présent dans 39 pays, plus de 180 000 collaborateurs et près de 4 millions de véhicules qui sont vendus finalement pour l'année 2019 et 55 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, même cas d'usage, mais avec quelques spécificités parce qu'on n'est pas là dans le même secteur d'activité. C'est qu'aujourd'hui, les gens Renault travaillent avec plusieurs concessionnaires. C'est-à-dire que c'est des externes aujourd'hui qui ont besoin parfois d'accéder au système d'information de Renault pour vérifier des stocks, pour passer des commandes, pour faire un certain nombre de choses aujourd'hui. Et donc, l'idée pour Renault, c'était simplement de cloisonner la DMZ interne avec justement la DSM qui donne accès à tout ce qui est réseau partagé avec les partenaires et les fournisseurs. C'est un groupe qui est très sensible en termes de réglementation. Donc là, on parle de la réglementation Nice, hein, qui est la réglementation un peu, on va dire, qui va… c'est une variante de RGPD, mais qui touche surtout les entreprises en fait qui sont basées en Europe. Et nous avons pour ce client-là, donc on parle aujourd'hui d'une sécurisation de plus de 400 API hein, et applications web, avec toujours une approche très simple pour mettre la solution en place, avec plus de 50 clusters qui sont déployés, donc sachant qu'ils ont plusieurs data centers dans le monde et que nous les accompagnons sur ces sujets-là. Et donc, il y a des échanges massivement, des échanges massifs d'informations qui sont partagées entre les différentes entités et parfois des concessionnaires avec lesquels Renault travaille. Donc, ça, c'est 2 exemples et 2 cas d'usage spécifiques pour vous dire que si demain, vous êtes une banque, vous êtes un ministère, vous êtes une assurance, vous êtes une mutuelle, vous êtes une société privée ou une société publique en Tunisie et que vous avez, vous aussi, compris finalement l'intérêt et les enjeux qui sont liés à la sécurisation des API. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter parce qu'en effet, nous avons un savoir-faire qui date aujourd'hui d'une 20aine d'années.
Donc, en termes de conclusion, pour vous laisser le soin de nous poser quelques questions, donc on va sur la partie conclusion, c'est de dire que, on l'a déjà dit, on va le dire une nouvelle fois, c'est que les API sont partout et aujourd'hui sont incontournables. Donc, bien sûr, c'est un enjeu stratégique pour les sociétés, pour les entreprises, mais également les risques sont très, très importants. Et la sécurisation des API, c'est assez complexe. Donc, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir et de savoir quelle solution est adaptée pour votre besoin. Est-ce qu'on est plutôt dans un contexte où vous avez besoin d'une licence standard, donc pour faire de la protection de l'API standard, ou vous êtes plutôt sur des API spécifiques ou des API complexes sur lesquels nous avons besoin justement d'adapter finalement la politique de sécurité. Il faut aussi analyser finalement vos risques, analyser tous les chemins et tous les paramètres que vous a expliqué Rida tout à l'heure. Et bien sûr, vous avez la possibilité aujourd'hui aussi de consolider et d'utiliser un produit de WAF, mais également une API Gateway pour justement permettre aux deux solutions de vous apporter un niveau de sécurité beaucoup plus élevé. Donc, voilà en fait en gros la conclusion. Et pour revenir, slide suivante s'il te plaît Rida, pour juste rappeler, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, prochaine slide. Nous sommes finalement Rohde & Schwartz Cybersécurité, que certains ont connu sur le marché maghrébin et marché tunisien particulièrement sous le nom de Denial ou de Beware. Donc aujourd'hui, nous sommes une entité, une business unit du groupe Rohde & Schwartz. Donc c'est plus de 25 années d'expérience en fait dans le domaine de la sécurité. Et aujourd'hui, nous avons une alternative technologique aux solutions qui viennent d'outre-Atlantique. Donc c'est un centre, un siège social qui est en Allemagne, avec bien sûr le fait qu'aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires ou une santé financière qui nous met à l'abri d'une acquisition ou une fusion avec nos concurrents. Et nous pesons aujourd'hui près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 11 000 collaborateurs dans le monde. Donc, ces informations-là ou ces points-là, quelque part, c'est quelque part vous rappeler que c'est un métier que nous maîtrisons aujourd'hui, c'est un métier sur lequel nous travaillons avec de grandes sociétés, mais bien sûr aussi avec des sociétés de taille plutôt moyenne. Et le sujet d'API aujourd'hui, si c'est une préoccupation, si c'est des questions que vous vous posez, donc n'hésitez surtout pas à nous solliciter, à nous remonter des questions et bien sûr des demandes d'informations supplémentaires sur notre savoir-faire. Et en Tunisie aujourd'hui, nous avons un représentant, une société avec laquelle nous travaillons, donc SPG. Et donc, vous pouvez contacter la personne de Khaled Oueslati, qui est le directeur commercial local, mais également, vous pouvez contacter notre partenaire aujourd'hui, qui est partenaire et co-organisateur de cet événement, donc la société OneTech, avec laquelle nous travaillons. Donc, ceci met un point final à la présentation, donc c'est à peu près ce que nous avions prévu pour vous.